Bonjour, voici les titres du journal. À l'université d'été de la France Insoumise, discours de clôture de Jean-Luc Mélenchon qui repeint son programme en vert et pilonne les macronistes. À 8 mois du scrutin présidentiel, Jean-Luc Mélenchon affiche sa confiance. La victoire est possible, dit-il. Vladimir Poutine dit assumer l'intensification des frappes russes sur l'Ukraine. Ces frappes tuent de plus en plus de civils et motivent une nouvelle réunion de la coalition des volontaires. Elle aura lieu demain à Paris. 301 décès, c'est le triste bilan des noyades en France depuis le début de l'été. Un chiffre en hausse par rapport à l'an passé. Le premier grand discours de campagne de Jean-Luc Mélenchon dans la course à l'Élysée, c'était tout à l'heure en direct sur France Info Télé pour clore l'université d'été de LFI. À 8 mois du scrutin, Jean-Luc Mélenchon ou la confiance incarnée. Écoutez. À présent, pour nous, non seulement comme un objectif, mais déjà comme une attente impatiente, la victoire est possible. Bonjour Magali Boissin. Bonjour. Vous avez suivi comme nous le discours de Jean-Luc Mélenchon. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de temps dans ce discours consacré à l'écologie. Je vous propose d'écouter un extrait. On en parle juste après parce que ça a sans doute un sens. Allons-y. Le changement climatique ouvre une ère totalement nouvelle de la civilisation humaine. Nous allons tous bientôt débarquer sur une autre planète en sortant de chez nous. Pour s'y adapter, il est vital, j'ai dit vital, de tout changer dans nos manières de vivre, de produire et d'échanger. Plus vert que vert, Jean-Luc Mélenchon ? Plus vert que vert, je ne suis pas sûre que ce soit le point de vue des écologistes, cela dit, mais on ne s'en cache pas, au sein de la France Insoumise, on veut incarner la candidature écolo pour 2027, pour la présidentielle. Finalement, profiter de, clairement, ce moment de faiblesse pour Europe Écologie Les Verts. Ça ne va pas très fort chez les Verts, on ne peut pas dire que la candidature de Marine Tondelier s'impose. Clairement, d'ailleurs, ça se divise sur est-ce qu'il faut aller soutenir la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon ou aller soutenir la candidature social-démocrate de Raphaël Glucksmann. Donc finalement, il y a un espace qu'il peut ravir, finalement presque indépendamment de ce qu'est la France Insoumise, de ses électeurs traditionnels. Pourquoi pas aller étendre son électorat et finalement aller choper, si on peut dire, des électeurs au vert. Alors, vous avez évoqué Raphaël Glucksmann. Nous sommes avec Emma Rafovitch. Bonjour madame. Vous êtes députée européenne Place Publique. Socialiste. Socialiste. Élu sur une liste commune. Députée européenne. Merci de l'avoir corrigé et précisé. Je pense que vous allez pouvoir nous donner votre avis, non pas sur... quoique la possible candidature de Raphaël Glucksmann, mais sur cet extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon qui explique qu'au fond, ses vrais adversaires, pour l'instant, ce sont les figures emblématiques du centre. Il veut les éliminer parce que le duel final, dans son esprit, doit l'opposer à Marine Le Pen. Voilà en quels termes il s'est exprimé. Macron, Philippe, Attal ont été irresponsables. Les crédits budgétaires pour l'écologie et la sécurité civile, tronçonnés. Les 60 milliards d'euros du jour férié supprimés en 2003 pour faire face aux canicules, évaporés. Et comment qualifier la désinvolture pour la production des bombardiers d'eau ou les moyens de renfort dans la lutte contre l'incendie ? Bien, alors Jean-Luc Mélenchon semble en fait épargner pour l'instant le Parti socialiste. Est-ce à dire que le match est plié, en tout cas dans son esprit, à gauche ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il s'époumonne beaucoup. Mais moi, je ne suis pas très impressionnée, en réalité, par Jean-Luc Mélenchon. Ces grandes tirades, on les avait déjà vues beaucoup par le passé. Et je crois que ça ne convainc pas. Et puis, surtout, il faut se le dire, Jean-Luc Mélenchon, il s'est disqualifié.
il est déjà disqualifié finalement de ce qui pourrait être le cadre du rassemblement de la gauche pour ses positions à la fois évidemment sur notre cadre démocratique commun, pour ses alliances rêvées avec la Chine. On a vu Sofia Chikirou dire que la Chine n'était pas une dictature, pour évidemment aussi des questions d'antisémitisme. Sur la question de l'écologie, écoutez, moi je vous avoue, pareil, tomber un peu des nues. Moi j'estime qu'aujourd'hui à gauche, nous avons besoin, sur les questions écologiques, d'être très clairs, de dire que pour finalement être bon dans ce moment terrible de crise climatique, après l'été que nous avons vécu, cette question du siècle, finalement, elle doit être traitée de manière extrêmement sérieuse. Et d'abord dans le débat budgétaire qui vient. Dans le débat budgétaire qui vient, les collectivités locales sont passées de 2,3 milliards d'euros d'aide pour les aider à la transition écologique à 730 millions d'euros dans le dernier budget. Sur ces questions-là qu'il faut arriver. Quand je l'entends parler des écorégions, par exemple, c'est évidemment un terme très intéressant, mais il faut quand même se souvenir que c'est finalement une invention quasi gaulliste qui vient d'une loi de 64 sur la question des bassins versants d'eau. Donc, moi, finalement, j'ai du mal un peu à voir où veut en venir Mélenchon. J'ai l'impression qu'il est lui-même un peu épuisé. En tout cas, la gauche, elle devra être l'alternative, mais ça se passera sans lui, sans aucun doute. Imad Rafovitch, vous avez évoqué à l'instant Raphaël Glucksmann. Il doit s'exprimer ce soir à la télévision. Vous, en tant que membre du Parti socialiste, mais proche de Raphaël Glucksmann, qu'est-ce que vous attendez de sa prise de parole ce soir ? Qu'il dise « Je suis candidat à la présidence de la République, je suis candidat à une éventuelle primaire » ou autre chose ? La primaire n'a plus rien d'éventuel, elle va avoir lieu. C'est la primaire qui est organisée par le Parti socialiste. Nous souhaitons évidemment que Raphaël Glucksmann en fasse partie. Moi, je crois que c'est très simple. La gauche républicaine doit s'organiser. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, Raphaël Glucksmann, qui n'avait pas communiqué sa décision, qui ne l'a toujours pas fait d'ailleurs. C'est vrai. Son objectif, c'était d'embarquer le PS mais j'espère en effet, sans primaire. Mais à un moment, on n'envisageait pas de passer par la case primaire. Il semble s'y résoudre. Il s'y résout et j'en suis ravie. En tout cas, je vais attendre de voir, comme vous, ce qui va se passer ce soir. Mais moi, je suis très simple, en fait, sur cette question-là. La gauche républicaine, elle a besoin de se rassembler. Elle a besoin de rallier à elle les écologistes. Elle a besoin, finalement, d'être l'alternative, à la fois sur le fond, évidemment, avec un projet solide, d'être l'alternative, finalement, après ces 10 années de macronisme, de casse sociale. Mais aussi, elle doit désigner son candidat ou sa candidate. Raphaël Glucksmann pourrait très bien être celui-là, mais d'autres aussi. Moi, j'aimerais aussi que François Hollande, par exemple, puisse participer à cette primaire. Tous ceux qui espèrent pouvoir être des recours après que la primaire ait lieu, je le crois, se trompent, mais surtout nous font courir peut-être à tous un danger. Je le dis, que chacun qui s'estime légitime, et je crois que beaucoup le sont, pour être les candidats ou le candidat de la gauche républicaine, viennent dans cette primaire, participent, fassent campagne, et ensuite nous serons dans tous les cas, toutes et tous rassemblés pour faire campagne pour le gagnant et l'amener à la présidence de la République. Vous êtes dans le giron de ce que j'appellerais la gauche socio-démocrate. Actuellement, on voit bien que les Verts tergiversent, hésitent, ils ne savent pas s'ils vont se rallier à LFI, comme l'a suggéré et l'a quasiment fait Madame Rousseau, ou s'ils vont rejoindre votre giron. On va dire, qu'est-ce que vous attendez clairement d'eux et que leur dites-vous là, maintenant, présentement ? Moi, contrairement à Jean-Luc Mélenchon ou peut-être aux Insoumis, je n'ai pas l'habitude de dire à mes partenaires ce qu'ils doivent faire. Nous ne sommes pas des donneurs d'ordre. Parfois, on tend des mains. En effet. Par contre, j'espère qu'ils choisiront, et c'est d'ailleurs ce qu'Olivier Faure a appelé hier, en allant aux journées des écologistes, à la construction de ce bloc social écologiste. C'est ce qu'on fait déjà, en réalité, dans nos villes, dans les collectivités où on travaille ensemble. Et moi, je le dis, je crois qu'aujourd'hui, les écologistes, les socialistes doivent travailler ensemble. Et même pour la suite, je fais partie de cette génération qui pense qu'un jour, nous devrons être un seul, sans doute, même parti. Mais j'espère en tout cas qu'ils choisiront le bon chemin, parce que travailler ensemble pour la présidentielle, c'est évidemment travailler aussi ensemble pour la suite et pour un pacte de gouvernement. On sent, quand on avait des retours sur les universités d'été des Verts, que justement, ils étaient quand même les militants assez déboussolés, un peu entre amertume et un petit peu d'espérance sur une union de la gauche, mais sans trop savoir où elle se dirigeait, cette union de la gauche. Marine Tondelier, elle est encore candidate, officiellement. Est-ce qu'elle va retirer sa candidature, selon vous ? Parce qu'il faut au plus vite
Parce qu'en même temps, elle appelle un sursaut collectif de la gauche. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à ce qu'il y ait un seul candidat à gauche hors LFI pour l'espace sociodémocrate? Très sincèrement, je vais vous laisser le monopole du commentaire sur la dite candidature de Marine Tondelier. Par contre, en effet, moi, je veux qu'il y ait une candidature unique de l'union de la gauche, de Ruffin à Glucksmann, comme nous l'avions dit déjà hors depuis LFI, longtemps. donc. Hors LFI, tout à fait. J'estime, et je le redis, que Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons, s'est disqualifié. Donc en fait, moi, j'ai même pas envie de parler plus longtemps que Jean-Luc Mélenchon. Par contre, oui, Marine Tondelier, on en a besoin. On a besoin des écologistes. On a besoin de Raphaël Glucksmann. On a besoin d'Olivier Faure. On a besoin finalement que ce collectif-là de la gauche socialiste, écologiste, républicaine, eh bien, elle se rassemble pour gagner. On ne peut pas finalement rester les bras ballants quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir et quand certains, comme Jean-Luc Mélenchon, n'arriveront pas, dans tous les cas, à incarner une alternative quelconque. Emma Rafovitch, est-ce que vous avez des desiderata particuliers en prévision de cette primaire? Est-ce que vous souhaitez que ce soit uniquement les personnes encartées qui votent, qu'on élargisse le corps électoral aux sympathisants en faisant payer, sans faire payer, ou qu'on se mette d'accord sur ce qui se passera après, à savoir que il n'y aura pas d'accord particulier avec LFI au moment des législatives. Les socialistes ont voté, les militants socialistes ont voté le 9 juillet dernier. Aussi. Et place publique, je crois, et pour l'instant, alors on verra en effet ce qu'annonce Raphaël Glucksmann ce soir, mais l'idée pour nous est de travailler avec eux. Les militantes et les militants socialistes seront centraux dans le corps électoral de cette primaire, mais des sympathisants pourront aussi venir voter avec un prix qui est à déterminer lors de notre prochain Conseil national. Pour ma part, je suis favorable à ce que ce prix soit le plus bas possible pour permettre au plus grand nombre possible de venir, mais encore une fois, nous sommes dans un parti démocratique et donc ce sont nos instances qui décideront. Et en ce qui concerne ce qui se passera après, moi, je suis persuadée que la force des socialistes dans la campagne qui s'annonce et de nos alliés, ce sera la cohérence. Il faudra dire les choses très clairement. Et donc, quand je dis que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être notre candidat parce qu'il s'est disqualifié, évidemment que ça disqualifie et que ça écarte toute possibilité aussi d'accord avec la France insoumise. Ça me semble tout à fait simple. L'union de la gauche, aujourd'hui, elle doit se construire, comme elle s'est construite dans beaucoup de nos collectivités, sur un arc très large de la gauche socialiste, écologiste et républicaine. Sur cette primaire, vous parliez du prix d'accès à la primaire pour les sympathisants PS, parce que donc en fait, ce serait les encartés PS, mais aussi les sympathisants PS. Enfin, toutes les modalités vont être fixées d'ici mardi. Mais on parle plutôt d'un prix autour de 15 € pour pouvoir se présenter et voter pour cette primaire PS. On est quand même très très loin de la primaire qui avait fait le succès de François Hollande avec un prix à 2 €. C'est vrai. Donc est-ce que ça ne va pas écarter beaucoup de monde et enlever de la légitimité à cette élection si on est à ce niveau-là de Moi, je ne sais tarif. pas s'il faut faire 2 € ou 5 ou 10 ou 15. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut permettre au plus grand nombre de venir voter. Et pour ça, il faut le prix le plus bas possible. Moi, 15 €, ça ne me semble pas être réaliste. Quand j'en parle avec mes proches, on me dit mais 15 €, enfin, ça n'existe pas. Ça coûte plus cher qu'une place de cinéma, en fait. Oui. C'est des choses, il faut se dire les choses comme ça. Mais le film est parfois plus passionnant. Vous vous rendez compte, du coup, le dilemme qu'on propose aux gens. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux que ce prix soit le plus bas possible. Et j'espère aussi qu'il y aura des prix particuliers pour les jeunes. Par exemple, vous savez, j'ai été présidente des jeunes socialistes et j'avais proposé à l'époque que l'adhésion au Parti socialiste soit à 5 € pour les jeunes. Donc ça, on verra. Après, j'ai envie de vous dire aussi, j'ai pas envie de me perdre dans un débat là-dessus. Ça, c'est un débat logistique qui est hyper important, très important. Je porterai cette voix et la voix que je viens de vous dire dans notre Conseil national et auprès des membres de nos instances. Mais ça ne va pas être ça, la condition de succès ou de défaite ou d'échec de cette primaire. La condition de succès, ça va être la capacité de faire en sorte que l'ensemble des candidats, que l'ensemble des votants, que l'ensemble des militants qui disent participer à cette primaire, y participent du début à la fin, de la campagne jusqu'au résultat, en passant par les débats et évidemment la campagne qui viendra ensuite. Emma Rafovitch, Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure, a évoqué la rentrée. 8 mois nous séparent encore de la présidentielle. Et le serpent de mer qui va ressurgir à la rentrée, c'est celui du budget. Sur ce dossier-là, Jean-Luc Mélenchon a été on ne peut plus clair. Le Cornu prépare un nouveau budget de coupe-rase qui va aggraver tous les maux. Ne nous demandez pas je ne sais quelle bienveillance à son égard. Une fois de plus, nous le censurerons, j'en suis certain.
Ne nous demandez pas de bienveillance. Est-ce que, en tant que socialiste, vous avez l'impression d'être le destinataire de cette phrase ? Non. Pourtant, les socialistes ont rechigné à voter la censure lors des précédentes Vous savez, possibilités de le faire. nous n'avons pas de leçons à recevoir de Jean-Luc Mélenchon. Tous les choix que nous avons décidé de prendre collectivement, je pense qu'ils se justifiaient. La réalité aujourd'hui, c'est que ce débat budgétaire qui vient, il va être tout à fait important. On parlait en début d'échange de la question climatique. Nous espérons que cet enjeu-là va être au centre du débat. Et dans ce débat budgétaire, il va falloir que chacun, finalement, décide où sont ses priorités. Ce que nous voulons avec les socialistes, c'est que nous assumions de vouloir un État stratège. Et donc un État qui décide, qui arrête de subir par rapport à ce que certains nous disent, qu'il n'y aurait pas d'alternative, qu'il faudrait faire comme ça et qu'aucune autre manière de faire ne serait acceptable. Il va falloir des investissements forts, aussi sans doute faire des économies. Dans quelques jours, nous allons présenter à Blois, lors de nos journées d'été, nos propositions pour le débat budgétaire. Nous serons tout à fait présents et il faut se le dire aussi, aujourd'hui, les annonces qui arrivent jusqu'à nous de la part de Sébastien Lecornu sont tout sauf bienveillantes vis-à-vis du peuple français, pour reprendre vos termes. Et donc, aujourd'hui, nous nous y opposerons très fortement. Et quelle est la concession qu'auront les socialistes pour éventuellement voter le budget à l'automne prochain? Parce qu'on se souvient que ça a été tout un feuilleton l'automne dernier, avec moult rebondissements, et qu'au final, c'est la concession faite par le gouvernement Lecornu sur les retraites et le recul sur cette réforme des retraites qui a entraîné finalement l'adhésion, certes un peu forcée, mais l'adhésion du Parti socialiste à ce budget. Là, s'il y a une concession à obtenir de la part du gouvernement pour voter ce budget, est-ce qu'il y en a une ? Ou est-ce qu'on part un peu finalement, un peu comme LFI, dans une attitude d'opposition stricte à un budget d'économie ? Moi, je ne fais pas de politique fiction. J'attends que les propositions arrivent sur la table. Pour l'instant, elles ne sont pas là. On a des bruits de couloir, on a des petits tweets par-ci par-là, mais on n'a pas encore réellement les propositions. Mais ce que je peux dire, c'est que ce budget, il va être essentiel. Et donc, avec les socialistes, si ce budget ne nous convient pas, évidemment que nous nous y opposerons, mais aussi nous n'hésiterons pas à censurer. Mais tout cela n'a rien à voir ni avec les demandes ou les petites phrases de Jean-Luc Mélenchon. Ça aura bien à voir avec notre sens de l'intérêt général et de ce qu'on veut pour la France. Vous avez sans doute écouté certains débats qui ont résonné aux universités d'été de LFI. Il en est un où il a été question de la dette et où finalement, du côté de LFI, on se dit il faut, je reprends un terme employé cet été par Jean-Luc Mélenchon, foutre le feu à la dette, en gros l'effacer. Ça vous paraît être une bonne option ou vous dites attention, danger ? Je vous avoue que je suis un peu... Comment dire, je ne vois pas exactement où Jean-Luc Mélenchon en est, parce que je l'ai entendu parler de brûler la dette, les termes que vous reprenez là. Ce matin, dans son discours, il parlait de la mettre au frigo. Oui, au congélateur. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on la gèle finalement après l'avoir brûlée ou l'effacer ? Bref, moi, je trouve pas ça très clair. Et vous savez, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Bref, dans ce débat budgétaire, on va devoir être bien plus responsable que ça, être bien plus clair. Aujourd'hui, il va falloir être... il faut le dire, aussi responsable vis-à-vis des Français. Non pas dans l'idée de dire qu'on ne peut rien faire ou qu'il ne faut faire que des économies, mais en disant la vérité et ce qu'on va faire. Faire des choix politiques, des investissements pour la crise climatique, pour l'adaptation climatique, pour la justice sociale, pour beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie de commenter toutes les petites phrases de Jean-Luc Mélenchon qui semblent se contredire en plus d'un jour à l'autre. Merci Emma Rafovitch. Je rappelle que vous êtes députée européenne socialiste. Merci également. Merci à vous. Magali Boissin. On va enchaîner avec l'actualité à l'étranger, avec cette déclaration de l'ambassadeur de l'Ukraine à Paris. Le peuple ukrainien est debout, c'est ce qu'il a dit en direct sur France Info Télé ce matin. Le diplomate s'exprimait au lendemain du bombardement par les Russes d'un centre commercial où l'on a relevé 16 victimes et de nombreux blessés. Écoutons-le. Et je tiens à vous assurer, je témoigne que le peuple reste debout. Armée reste debout, gouvernement reste debout, et on a dit déjà, mais c'est pour ce moment-là, aussi, je vous confirme que notre adversaire, il a beaucoup de avantages.
Alors demain, la coalition des volontaires se réunit à Paris. Je le rappelle, nous aurons l'occasion d'en parler, mais dans ce contexte, évidemment, les Ukrainiens célèbrent leur indépendance. La date officielle, c'est demain, mais dès aujourd'hui, eh bien, une marche est organisée à Paris. Elle mènera le cortège au Trocadéro au départ de l'esplanade Chaban-Delmas, qui se trouve, elle, dans le 7e arrondissement. C'est là que nous retrouvons notre envoyé spécial Maxime Laurent. Bonjour Maxime, 35 ans d'indépendance pour l'Ukraine, mais j'imagine qu'on célèbre cet anniversaire le cœur lourd. Oui, tout à fait. On se trouve avec Volodymyr. Bonjour. Bonjour. Donc vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens. Merci d'être avec nous sur France Info. Effectivement, un goût amer aujourd'hui parce que il y a eu encore une attaque hier très violente avec au moins 16 morts sur un centre commercial. La guerre dans votre pays, elle est toujours très intense. Oui, tout à fait. Et vous savez, on organise aujourd'hui une marche pour la journée du drapeau national ukrainien, pour la journée d'indépendance de l'Ukraine. Et durant cette marche, la première chose qu'on va faire, c'est remercier justement toutes les Françaises, tous les Français qui nous soutiennent. Mais on va faire également une demande en fait qui vient tout droit en fait de Kiev, de toute l'Ukraine, des habitants, du gouvernement ukrainien qui demandent plus de soutien aérien pour couvrir le ciel ukrainien contre le terrorisme russe, puisque ce terrorisme continue à tuer toutes les nuits en fait des personnes en Ukraine. Vous le dites, ça tue des personnes en Ukraine. Où on en est actuellement sur le terrain? Qu'est-ce qu'on ressent? On a l'impression que la défense est de plus en plus fragile. Est-ce que c'est le cas? Vous savez, je me rappelle que la guerre en Ukraine, elle a commencé encore en 2014. Et en 2014, la Russie disait que d'ici 2 ou 3 semaines, personne ne parlera de l'Ukraine. On voit aujourd'hui une Ukraine forte, des habitants qui tiennent, l'armée bien évidemment qui tient. Et on voit également des rassemblements partout dans le monde, non seulement des Ukrainiens, mais également des amis de l'Ukraine qui sont là pour soutenir l'Ukraine. Donc on est fort plus que jamais et on pourra continuer à se défendre tant que la Russie ne renoncera pas à cette guerre. Justement, parlons-en de cette défense, puisque Volodymyr Zelensky appelait hier à l'aide des pays alliés, notamment la coalition des volontaires qui se réunit demain à Paris. Emmanuel Macron notamment a annoncé que pour aider la défense, il allait... Aujourd'hui, elle est primordiale à la défense de l'Ukraine. Tout à fait. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif de cette manifestation aujourd'hui, en premier lieu, c'est de dire merci. Merci bien évidemment aux forces armées ukrainiennes de soutenir l'Ukraine, de défendre l'Ukraine et toute l'Europe, mais également merci à tous les amis de l'Ukraine en dehors, pour tous ceux qui soutiennent et tous ceux qui font de sorte en fait que l'Ukraine puisse tenir. Et cette aide, elle est primordiale car elle sauve des vies. Ce conflit, il s'enlise, il continue de durer, il est très très long. Comment on sent, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui en tant qu'Ukrainien de voir que ce conflit il dure, il s'installe dans le temps? La Russie fait durer ce conflit de sorte qu'on puisse se fatiguer. Mais comme vous pouvez voir autour de moi, les gens, aussi bien en dehors de l'Ukraine qu'en Ukraine, continuent à soutenir l'Ukraine. Et nous souhaiterons dire un grand merci puisqu'on n'est pas seul. Et c'est ça ce que peut-être qui nous aide le plus de sentir qu'il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que les Ukrainiens. On a des amis partout dans le monde qui sont là et qui nous soutiennent. Et on souhaiterait leur dire un grand merci. Alors il y a des élections qui doivent se tenir peut-être ou pas en Ukraine actuellement. En tout cas, il y a un débat autour de ça. Volodymyr Zelensky lui dit que ce serait un tsunami qui fracturerait le pays. Ses opposants lui appellent à des élections. Vous, quelle est votre position là-dessus en tant qu'Ukrainien? Alors, tout d'abord, il faut comprendre que ceux qui parlent le plus des élections, en général, ils sont en Russie. En Ukraine, aussi bien dans la diaspora que j'ai l'honneur de représenter, qu'à l'intérieur de l'Ukraine, on ne parle pas des élections tant qu'il y aura la guerre. Toutefois, une fois que la guerre sera terminée, bien évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est organiser des élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner à vos occupations nombreuses. Vous le voyez ici, on essaye de garder la tête haute. On reste très motivé. Je vous dis également que l'ambassadeur d'Ukraine va venir ici pour cette marche. Il y aura également donc une remise des prix pour remercier les personnalités françaises qui aident la diaspora ukrainienne lors de ce conflit. Merci Maxime Laurent. Et on enchaîne avec ce chiffre, 301 décès. C'est le triste bilan des noyades en France depuis le début de l'été. Un chiffre en hausse par rapport à l'an passé. Et hier, c'est un homme de 27 ans qui a perdu la vie dans les Landes à Biscarrosse. Voyons cela avec Florence Méréo. Ce matin, la mer est calme à Palavas. Mais cet été, elle a endeuillé 2 familles. En quelques semaines, 2 hommes de 19 et 37 ans ont perdu la vie après un malaise dans l'eau. Cette année avec la canicule en plus, les gens ont très chaud et ils vont directement se baigner. C'est embêtant, je vais être vigilante encore plus. Je vais être vigilante comme si j'étais dans la baignoire avec lui, quoi. On est toujours 2
Et puis après, on dépasse jamais les bouées et puis les signals. Et puis on va toujours sur les plages où il y a des postes de sécurité. En seulement 2 mois cet été, 301 personnes sont mortes noyées, plus 14% par rapport à l'an dernier. La canicule exceptionnelle est la grande responsable, selon ce médecin. Partout où il y a des points d'eau, les gens se précipitent parce que c'est vrai que ça permet de mieux supporter les conditions thermiques qui sont excessives, extraordinaires, inhabituelles, et que c'est la seule solution. Beaucoup de noyades sont dues à des comportements à risque. Des jeunes qui bravent les interdits pour se rafraîchir. Les maîtres nageurs appellent à la prudence. C'est aussi l'avantage d'être dans une zone surveillée, c'est que les sauveteurs vont venir au-devant de vous si vous prenez des risques. Il y a parfois des miracles. Il y a quelques jours, en Seine-Maritime, ce sauveteur vient en aide à 3 adolescents en train de se noyer. Mais au creux des vagues, il y a déjà un homme. À la force des bras, il secourt les jeunes. Le héros est un policier en civil qui s'est emparé d'une planche de paddle et a sauté dans l'eau. J'ai récupéré la fille qui était déjà en train de boire de l'eau. Je l'ai accrochée derrière ma planche comme j'ai pu avec mes jambes parce que elle glissait, elle avait plus de force et je la perdais à chaque fois. Il fallait aller chercher la deuxième personne. Et là, l'autre avait plus que les bras en l'air et a commencé à couler. Donc là, j'ai donné vraiment tout ce que j'avais. En France, 3 personnes sur 10 ne savent pas nager. La Fédération des maîtres nageurs demande un grand plan d'apprentissage, le meilleur moyen d'éviter les noyades. Les Jeux mondiaux pour robots humanoïdes. Cette compétition d'un genre inédit commence en Chine, à Pékin. Elle réunit une quinzaine de pays dont les machines s'affrontent dans quelques 1300 épreuves. Au programme du sprint, du saut en hauteur, de la boxe ou encore de la danse. Voyons cela avec Anne-Elisabeth Philibert et Florian Bourg. Les stars de ces drôles de jeux, ce sont eux, ces robots. De véritables athlètes au corps d'acier que sont venus admirer des milliers de spectateurs. Plus de 2000 robots humanoïdes sont en compétition. La plupart sont chinois. Au programme des épreuves, de la course, du saut en hauteur, mais aussi de la danse et du ping-pong, avec des gamelles et des explosions de joie. Ces sports sont tout à fait normaux pour les humains, mais maintenant les robots peuvent les pratiquer. Je trouve ça incroyable. Ces machines sont capables de performances exceptionnelles. Surnommé Superman, cet humanoïde gorgé de technologie saute à plus de 2 mètres de haut et court jusqu'à plus de 12 mètres par seconde, battant le record d'Usain Bolt, quand d'autres ont encore quelques difficultés de coordination. La robotique a démarré relativement tard, mais nos progrès ont été remarquablement rapides. L'organisation d'un événement comme celui-ci donne un coup de fouet considérable à notre industrie robotique nationale et devrait également stimuler la croissance dans d'autres secteurs connexes. Cette deuxième édition des Jeux mondiaux des robots humanoïdes est une vraie démonstration de force de la Chine dans le domaine de la robotique. La compétition s'achève mercredi prochain. Retour au sport en chair et en os avec un week-end en or pour le badminton français au championnat du monde qui se déroule en Inde. À New Delhi, 2 titres mondiaux décrochés par l'équipe de France. D'abord une première médaille d'or en double mixte grâce à Delphine Delrue et Tom Gickel. Et seconde marseillaise dans la foulée avec Alex Lanier. À 21 ans, le français numéro 9 mondial a survolé sa finale face au japonais Kodai Naraoka. 21-11, 21-11. L'info continue sur France Info Télé. Bonjour à tous et bienvenue sur France Info. À surveiller cet après-midi les petits débordements nuageux, averses parfois orageuses sur le centre-ouest du pays. Partout ailleurs, c'est un ciel plutôt clément, parfois quelques nuages et des températures qui sont en hausse, notamment dans le sud-ouest avec un flux de sud, de la chaleur qui arrive du sud, mais pas seulement. Il y a aussi quelques orages possibles, notamment ce soir sur le Pays Basque. Et demain, ces orages vont lentement mais sûrement se déclencher plutôt dans l'après-midi après une matinée
matinée qui sera ponctuée d'averses sur la moitié nord. Dans l'après-midi donc, et plutôt en deuxième partie d'après-midi, c'est sur le sud-ouest qu'il faudra surveiller sous certaines cellules de la pluie, de la grêle, mais aussi et peut-être surtout des brusques rafales de vent. Côté température, on sera entre 10 et 23 demain matin et entre 21 et 34 demain après-midi. Passez une bonne journée. Sur France TV, rien ne se fait sans vous. Une question à poser, un avis à donner, une envie à partager. Appelez-nous au 30 60. On est à votre écoute. C'est facile, c'est gratuit et c'est vraiment fait pour vous aider. 30 60. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Bonjour, voici les titres du journal. À l'université d'été de la France Insoumise, discours de clôture de Jean-Luc Mélenchon qui repeint son programme en vert et pilonne les macronistes. À 8 mois du scrutin présidentiel, Jean-Luc Mélenchon affiche sa confiance. La victoire est possible, dit-il. Vladimir Poutine dit assumer l'intensification des frappes russes sur l'Ukraine. Ces frappes tuent de plus en plus de civils et motivent une nouvelle réunion de la coalition des volontaires. Elle aura lieu demain à Paris. 301 décès, c'est le triste bilan des noyades en France depuis le début de l'été. Un chiffre en hausse par rapport à l'an passé. Le premier grand discours de campagne de Jean-Luc Mélenchon dans la course à l'Élysée, c'était tout à l'heure en direct sur France Info Télé pour clore l'université d'été de LFI. À 8 mois du scrutin, Jean-Luc Mélenchon ou la confiance incarnée. Écoutez. À présent, pour nous, non seulement comme un objectif, mais déjà comme une attente impatiente, la victoire est possible. Bonjour Magali Boissin. Bonjour. Vous avez suivi comme nous le discours de Jean-Luc Mélenchon. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de temps dans ce discours consacré à l'écologie. Je vous propose d'écouter un extrait. On en parle juste après parce que ça a sans doute un sens. Allons-y. Le changement climatique ouvre une ère totalement nouvelle de la civilisation humaine. Nous allons tous bientôt débarquer sur une autre planète en sortant de chez nous. Pour s'y adapter, il est vital, j'ai dit vital, de tout changer dans nos manières de vivre, de produire et d'échanger. Plus vert que vert, Jean-Luc Mélenchon ? Plus vert que vert, je ne suis pas sûre que ce soit le point de vue des écologistes, cela dit, mais on ne s'en cache pas, au sein de la France Insoumise, on veut incarner la candidature écolo pour 2027, pour la présidentielle. Finalement, profiter de, clairement, ce moment de faiblesse pour Europe Écologie Les Verts. Ça ne va pas très fort chez les Verts, on ne peut pas dire que la candidature de Marine Tondelier s'impose. Clairement, d'ailleurs, ça se divise sur est-ce qu'il faut aller soutenir la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon ou aller soutenir la candidature social-démocrate de Raphaël Glucksmann. Donc finalement, il y a un espace qu'il peut ravir, finalement presque indépendamment de ce qu'est la France Insoumise, de ses électeurs traditionnels. Pourquoi pas aller étendre son électorat et finalement aller choper, si on peut dire, des électeurs au vert. Alors, vous avez évoqué Raphaël Glucksmann. Nous sommes avec Emma Rafovitch. Bonjour madame. Vous êtes députée européenne Place Publique. Socialiste. Socialiste. Élu sur une liste commune. Députée européenne. Merci de l'avoir corrigé et précisé. Je pense que vous allez pouvoir nous donner votre avis, non pas sur... la possible candidature de Raphaël Glucksmann, mais sur cet extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon qui explique qu'au fond, ses vrais adversaires, pour l'instant, ce sont les figures emblématiques du centre. Il veut les éliminer parce que le duel final, dans son esprit, doit l'opposer à Marine Le Pen. Voilà en quels termes il s'est exprimé. Macron, Philippe, Attal ont été irresponsables. Les crédits budgétaires pour l'écologie et la sécurité civile, tronçonnés. Les 60 milliards d'euros
du jour férié supprimé en 2003 pour faire face aux canicules évaporé. Et comment qualifier la désinvolture pour la production des bombardiers d'eau ou les moyens de renfort dans la lutte contre l'incendie? Bien, alors Jean-Luc Mélenchon semble en fait épargner pour l'instant le Parti socialiste. Est-ce à dire que le match est plié, en tout cas dans son esprit, à gauche? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il s'époumonne beaucoup. Mais moi, je ne suis pas très impressionnée, en réalité, par Jean-Luc Mélenchon. Ces grandes tirades, on les avait déjà vues beaucoup par le passé. Et je crois que ça ne convainc pas. Et puis, surtout, il faut se le dire, Jean-Luc Mélenchon, il s'est disqualifié. Il est déjà disqualifié finalement de ce qui pourrait être le cadre du rassemblement de la gauche pour ses positions à la fois évidemment sur notre cadre démocratique commun, pour ses alliances rêvées avec la Chine. On a vu Sofia Chikirou dire que la Chine n'était pas une dictature, pour évidemment aussi des questions d'antisémitisme. Sur la question de l'écologie, écoutez, moi je vous avoue, pareil, tomber un peu des nues. Moi j'estime qu'aujourd'hui à gauche, nous avons besoin, sur les questions écologiques, d'être très clairs, de dire que pour finalement être bon dans ce moment terrible de crise climatique, après l'été que nous avons vécu, cette question du siècle, finalement, elle doit être traitée de manière extrêmement sérieuse. Et d'abord dans le débat budgétaire qui vient. Les collectivités locales sont passées de 2,3 milliards d'euros d'aide pour les aider à la transition écologique à 730 millions d'euros dans le dernier budget. Sur ces questions-là qu'il faut arriver. Quand je l'entends parler des écorégions, par exemple, c'est évidemment un terme très intéressant, mais il faut quand même se souvenir que c'est finalement une invention quasi gaulliste qui vient d'une loi de 64 sur la question des bassins versants d'eau. Donc moi, finalement, j'ai du mal un peu à voir où veut en venir Mélenchon. J'ai l'impression qu'il est lui-même un peu épuisé. En tout cas, la gauche, elle devra être l'alternative, mais ça se passera sans lui, sans aucun doute. Iman Rafovitch, vous avez évoqué à l'instant Raphaël Glucksmann. Il doit s'exprimer ce soir à la télévision. Vous, en tant que membre du Parti socialiste, mais proche de Raphaël Glucksmann, qu'est-ce que vous attendez de sa prise de parole ce soir? Qu'il dise « Je suis candidat à la présidence de la République, je suis candidat à une éventuelle primaire » ou autre chose? La primaire n'a plus rien d'éventuel, elle va avoir lieu. C'est la primaire qui est organisée par le Parti socialiste. Nous souhaitons évidemment que Raphaël Glucksmann en fasse partie. Moi, je crois que c'est très simple. La gauche républicaine, elle doit s'organiser. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, Raphaël Glucksmann, qui n'avait pas communiqué sa décision, qu'il n'a toujours pas fait d'ailleurs. C'est vrai. Son objectif, c'était d'embarquer le PS mais j'espère en effet, sans primaire. Mais à un moment, on n'envisageait pas de passer par la case primaire. Il semble s'y résoudre. Il s'y résout et j'en suis ravie. En tout cas, je vais attendre de voir, comme vous, ce qui va se passer ce soir. Mais moi, je suis très simple, en fait, sur cette question-là. La gauche républicaine, elle a besoin de se rassembler. Elle a besoin de rallier à elle les écologistes. Elle a besoin, finalement, d'être l'alternative, à la fois sur le fond, évidemment, avec un projet solide, d'être l'alternative, finalement, après ces 10 années de macronisme, de casse sociale. Mais aussi, elle doit désigner son candidat ou sa candidate. Raphaël Glucksmann pourrait très bien être celui-là, mais d'autres aussi. Moi, j'aimerais aussi que François Hollande, par exemple, puisse participer à cette primaire. Tous ceux qui espèrent pouvoir être des recours après que la primaire ait lieu, je le crois, se trompent, mais surtout nous font courir peut-être à tous un danger. Je le dis, que chacun qui s'estime légitime, et je crois que beaucoup le sont, pour être les candidats ou le candidat de la gauche républicaine, vienne dans cette primaire, participe, fasse campagne, et ensuite nous serons dans tous les cas, toutes et tous rassemblés pour faire campagne pour le gagnant et l'amener à la présidence de la République. Vous êtes dans le giron de ce que j'appellerais la gauche socio-démocrate. Actuellement, on voit bien que les Verts tergiversent, hésitent, ils ne savent pas s'ils vont se rallier à LFI, comme l'a suggéré et l'a quasiment fait Madame Rousseau, ou s'ils vont rejoindre votre giron. On va dire, qu'est-ce que vous attendez clairement d'eux et que leur dites-vous là, maintenant, présentement? Moi, contrairement à Jean-Luc Mélenchon ou peut-être aux Insoumis, je n'ai pas l'habitude de dire à mes partenaires ce qu'ils doivent faire. Nous ne sommes pas des donneurs d'ordre. Parfois, on tend des mains. En effet. Par contre, j'espère qu'ils choisiront, et c'est d'ailleurs ce qu'Olivier Faure a appelé hier, en allant aux journées des écologistes, à la construction de ce bloc social écologiste.
C'est ce qu'on fait déjà, en réalité, dans nos villes, dans les collectivités où on travaille ensemble. Et moi, je le dis, je crois qu'aujourd'hui, les écologistes, les socialistes doivent travailler ensemble. Et même pour la suite, je fais partie de cette génération qui pense qu'un jour, nous devrons être un seul, sans doute, même parti. Mais j'espère en tout cas qu'ils choisiront le bon chemin, parce que travailler ensemble pour la présidentielle, c'est évidemment travailler aussi ensemble pour la suite et pour un pacte de gouvernement. On sent quand on avait des retours sur les universités d'été des Verts que justement, ils étaient quand même les militants assez déboussolés, un peu entre amertume et un petit peu d'espérance sur une union de la gauche, mais sans trop savoir où elle se dirigeait, cette union de la gauche. Marine Tondelier, elle est encore candidate officiellement. Est-ce qu'elle va retirer sa candidature selon vous? Parce qu'il faut au plus vite, parce qu'en même temps, elle appelle un sursaut collectif de la gauche. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à ce qu'il y ait un seul candidat à gauche hors LFI pour l'espace sociodémocrate? Très sincèrement, je vais vous laisser le monopole du commentaire sur la dite candidature de Marine Tondelier. Par contre, en effet, moi, je veux qu'il y ait une candidature unique de l'union de la gauche, de Ruffin à Glucksmann, comme nous l'avions dit déjà hors depuis LFI, longtemps. donc. Hors LFI, tout à fait. J'estime, et je le redis, que Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons, s'est disqualifié. Donc en fait, moi, j'ai même pas envie de parler plus longtemps que Jean-Luc Mélenchon. Par contre, oui, Marine Tondelier, on en a besoin. On a besoin des écologistes. On a besoin de Raphaël Glucksmann. On a besoin d'Olivier Faure. On a besoin finalement que ce collectif-là de la gauche socialiste, écologiste, républicaine, eh bien, elle se rassemble pour gagner. On ne peut pas finalement rester les bras ballants quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir et quand certains, comme Jean-Luc Mélenchon, n'arriveront pas, dans tous les cas, à incarner une alternative quelconque. Emma Rafovitch, est-ce que vous avez des desiderata particuliers en prévision de cette primaire? Est-ce que vous souhaitez que ce soit uniquement les personnes encartées qui votent, qu'on élargisse le corps électoral aux sympathisants en faisant payer, sans faire payer, ou qu'on se mette d'accord sur ce qui se passera après, à savoir que il n'y aura pas d'accord particulier avec LFI au moment des législatives? Les socialistes ont voté, les militants socialistes ont voté le 9 juillet dernier. Aussi. Et place publique, je crois, et pour l'instant, alors on verra en effet ce qu'annonce Raphaël Glucksmann ce soir, mais l'idée pour nous est de travailler avec eux. Les militantes et les militants socialistes seront centraux dans le corps électoral de cette primaire, mais des sympathisants pourront aussi venir voter avec un prix qui est à déterminer lors de notre prochain Conseil national. Pour ma part, je suis favorable à ce que ce prix soit le plus bas possible pour permettre au plus grand nombre possible de venir, mais encore une fois, nous sommes dans un parti démocratique et donc ce sont nos instances qui décideront. Et en ce qui concerne ce qui se passera après, moi, je suis persuadée que la force des socialistes dans la campagne qui s'annonce et de nos alliés, ce sera la cohérence. Il faudra dire les choses très clairement. Et donc, quand je dis que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être notre candidat parce qu'il s'est disqualifié, évidemment que ça disqualifie et que ça écarte toute possibilité aussi d'accord avec la France insoumise. Ça me semble tout à fait simple. L'union de la gauche, aujourd'hui, elle doit se construire, comme elle s'est construite dans beaucoup de nos collectivités, sur un arc très large de la gauche socialiste, écologiste et républicaine. Sur cette primaire, vous parliez du prix d'accès à la primaire pour les sympathisants PS, parce que donc en fait, ce serait les encartés PS, mais aussi les sympathisants PS. Enfin, toutes les modalités vont être fixées d'ici mardi. Mais on parle plutôt d'un prix autour de 15 € pour pouvoir se présenter et voter pour cette primaire PS. On est quand même très très loin de la primaire qui avait fait le succès de François Hollande avec un prix à 2 €. C'est vrai. Donc est-ce que ça ne va pas écarter beaucoup de monde et enlever de la légitimité à cette élection, si on est à ce niveau-là de Moi, je ne sais tarif. pas s'il faut faire 2 € ou 5 ou 10 ou 15. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut permettre au plus grand nombre de venir voter. Et pour ça, il faut le prix le plus bas possible. Moi, 15 €, ça ne me semble pas être réaliste. Quand j'en parle avec mes proches, on me dit mais 15 €, enfin, ça n'existe pas. Ça coûte plus cher qu'une place de cinéma, en fait. C'est des choses, il faut se dire des choses Oui, mais comme ça. le film est parfois plus passionnant. Vous vous rendez compte, du coup, le dilemme qu'on propose aux gens. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux que ce prix soit le plus bas possible. Et j'espère aussi qu'il y aura des prix particuliers pour les jeunes. Par exemple, vous savez, j'ai été présidente des jeunes socialistes et j'avais proposé à l'époque que l'adhésion au Parti socialiste soit à 5 € pour les jeunes. Donc ça, on verra. Après, j'ai envie de vous dire aussi, j'ai pas envie de me perdre dans un débat là-dessus. Ça, c'est un débat logistique qui est hyper important, très important. Je porterai cette voix et la voix que je viens de vous dire dans notre Conseil national et auprès des membres de nos instances. Mais ça va pas être ça, la condition de succès
ou de défaite ou d'échec de cette primaire. La condition de succès, ça va être la capacité de faire en sorte que l'ensemble des candidats, que l'ensemble des votants, que l'ensemble des militants qui disent participer à cette primaire, y participent du début à la fin de la campagne jusqu'au résultat, en passant par les débats et évidemment la campagne qui viendra ensuite. Emma Rafovitch, Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure, a évoqué la rentrée. 8 mois nous séparent encore de la présidentielle. Et le serpent de mer qui va ressurgir à la rentrée, c'est celui du budget. Sur ce dossier-là, Jean-Luc Mélenchon a été on ne peut plus clair. Le Cornu prépare un nouveau budget de coupe-rase qui va aggraver tous les maux. Ne nous demandez pas je ne sais quelle bienveillance à son égard. Une fois de plus, nous le censurerons, j'en suis certain. Ne nous demandez pas de bienveillance. Est-ce que, en tant que socialiste, vous avez l'impression d'être le destinataire de cette phrase ? Non. Pourtant, les socialistes ont rechigné à voter la censure lors des précédentes vous savez, possibilités de le faire. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de Jean-Luc Mélenchon. Tous les choix que nous avons décidé de prendre collectivement, je pense qu'ils se justifiaient. La réalité aujourd'hui, c'est que ce débat budgétaire qui vient, il va être tout à fait important. On parlait en début d'échange de la question climatique. Nous espérons que cet enjeu-là va être au centre du débat. Et dans ce débat budgétaire, il va falloir que chacun, finalement, décide où sont ses priorités. Ce que nous voulons avec les socialistes, c'est que nous assumions de vouloir un État stratège, et donc un État qui décide, qui arrête de subir par rapport à ce que certains nous disent, qu'il n'y aurait pas d'alternative, qu'il faudrait faire comme ça et qu'aucune autre manière de faire ne serait acceptable. Il va falloir des investissements forts, aussi sans doute faire des économies. Dans quelques jours, nous allons présenter à Blois, lors de nos journées d'été, nos propositions pour le débat budgétaire. Nous serons tout à fait présents, et il faut se le dire aussi, aujourd'hui, les annonces qui arrivent jusqu'à nous de la part de Sébastien Lecornu sont tout sauf bienveillantes vis-à-vis du peuple français, pour reprendre vos termes. Et donc, aujourd'hui, nous nous y opposerons très fortement. Et quelle est la concession qu'auront les socialistes pour éventuellement voter le budget à l'automne prochain? Parce qu'on se souvient que ça a été tout un feuilleton l'automne dernier, avec moult rebondissements, et qu'au final, c'est la concession faite par le gouvernement Lecornu sur les retraites, et le recul sur cette réforme des retraites, qui a entraîné finalement l'adhésion, certes un peu forcée, mais l'adhésion du Parti socialiste à ce budget. Là, s'il y a une concession à obtenir de la part du gouvernement pour voter ce budget, est-ce qu'il y en a une ? Ou est-ce qu'on part un peu finalement, un peu comme LFI, dans une attitude d'opposition stricte à un budget d'économie ? Moi, je ne fais pas de politique fiction. J'attends que les propositions arrivent sur la table. Pour l'instant, elles ne sont pas là. On a des bruits de couloir, on a des petits tweets par-ci par-là, mais on n'a pas encore réellement les propositions. Mais ce que je peux dire, c'est que ce budget, il va être essentiel. Et donc, avec les socialistes, si ce budget ne nous convient pas, évidemment que nous nous y opposerons, mais aussi nous n'hésiterons pas. Nous n'hésiterons pas à censurer. Mais tout cela n'a rien à voir ni avec les demandes ou les petites phrases de Jean-Luc Mélenchon. Ça aura bien à voir avec notre sens de l'intérêt général et de ce qu'on veut pour la France. Vous avez sans doute écouté certains débats qui ont résonné aux universités d'été de LFI. Il en est un où il a été question de la dette et où finalement, du côté de LFI, on se dit il faut, je reprends un terme employé cet été par Jean-Luc Mélenchon, foutre le feu à la dette, en gros l'effacer. Ça vous paraît être une bonne option ou vous dites attention, danger ? Je vous avoue que je suis un peu... comment dire, je ne vois pas exactement où Jean-Luc Mélenchon en est, parce que je l'ai entendu parler de brûler la dette, les termes que vous reprenez là. Ce matin, dans son discours, il dit parlait de la mettre au frigo. Oui, au congélateur. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on la gèle finalement après l'avoir brûlée ou l'effacer ? Bref, moi, je trouve pas ça très clair. Et vous savez, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Bref, dans ce débat budgétaire, on va devoir être bien plus responsable que ça, être bien plus clair. Aujourd'hui, il va falloir être... il faut le dire, aussi responsable vis-à-vis des Français. Non pas dans l'idée de dire qu'on ne peut rien faire ou qu'il ne faut faire que des économies, mais en disant la vérité est ce qu'on va faire. Faire des choix politiques, des investissements pour la crise climatique, pour l'adaptation climatique, pour la justice sociale, pour beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie de commenter toutes les petites phrases de Jean-Luc Mélenchon qui semblent se contredire en plus d'un jour à l'autre. Merci Emma Rafovitch. Je rappelle que vous êtes députée européenne socialiste. Merci également. Merci à vous. Magali Boissin.